Voilà. Merci mille fois. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir à cette deuxième édition du Data Summit. On est ravis de voir aussi que la salle est colombe pour un sujet ô combien important. Quels sont les défis majeurs de l'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle? Alors, on ne va pas le dire et le redire, on le sait tous, ce n'est pas un scoop. L'éducation est le ciment de notre civilisation. C'est le ferment de nos humanités. Ça a une place centrale, prédominante dans nos sociétés parce que ça façonne les individus d'aujourd'hui à devenir les garants de demain. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, avec l'avènement des IA génératives, avec l'innovation qui va à toute allure, les enjeux de l'éducation se trouvent évidemment à être repensés et revisités, voire réévalués. Et moi, je dirais maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Comment préparer nos apprenants et nos apprenantes à un monde où les machines peuvent surpasser les capacités humaines dans de nombreux domaines? Comment développer l'esprit critique, l'esprit créatif face à ces avancées technologiques incessantes? Ces questions posent un défi technologique, mais aussi philosophique, éthique et sociétal, et qui nous invite tous et tous, dans notre responsabilité et notre engagement, à réfléchir sur le rôle de l'éducation dans la société contemporaine dans laquelle nous vivons, sur les modalités d'apprentissage, sur l'intégration croissante du numérique dans les pratiques pédagogiques, dans les infrastructures des systèmes d'information, et surtout sur la manière dont on doit former des individus résilients et éthiques, préservant à tout prix le leadership de leurs conditions humaines, capables de naviguer en pleine conscience dans un monde de plus en plus digitalisé et automatisé. Eh bien, c'est sur ces enjeux de l'éducation à l'ère de l'IA que nous allons échanger lors de cette table ronde qui s'annonce passionnante avec 3 personnalités phares. Et je suis très chanceuse parce que, en plus, j'ai 3 amis à mes côtés. 3 personnalités phares de notre écosystème enseignement supérieur et recherche. Alors, je vais commencer par les présentations. Ma chère Alice, tu es la doyenne et la présidente exécutive de Schema Business School, présidente de la CDEFM, Conférence des directeurs des écoles françaises de management, chairperson de Higher Education for Good Foundation, avec notre ami Frédéric Vidal, notre ancienne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Le I était bien là de 2017 à 2002, que je salue. Et d'ailleurs, Frédéric, à 14h, soyez bien présent, on fera un tête-à-tête avec notre ami Gontran Pebé qui a fait l'introduction du Data Summit ce matin. Mon cher Romain, tu es le directeur général de Centrale Supélec de l'Université Paris-Saclay. Tu as été auparavant le directeur général de l'INPI et encore avant, le directeur de l'école des mines Paris-Tech. C'est là où nous nous sommes rencontrés, cher Romain, alors que je présidais la représentation du Technion en France. Cher Thierry, tu es le président de l'Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe à Palaiseau, sur le plateau de Saclay, les 5 écoles d'ingénieurs, l'IX, Télécom Paris, Télécom Sud, ENSTA et NSAE, qui se veut être un pôle mondial de l'excellence à la française. Auparavant, tu as dirigé l'HCRS. Pour rappel, l'HCRS est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Tu as été le conseiller recherche à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron. Et encore avant cela, aux manettes du développement et de la présidence des Paris Sciences et Lettres. Et c'est à cette époque que nous nous sommes rencontrés. Je dois dire que les troncs ont un pédigré tellement important, mais il fallait bien positionner les effets majeurs. Ma première question, Alice, ce sera pour toi. Alors, chez Schema, l'école de la knowledge economy à l'avant-garde du progrès, quel est finalement l'impact de l'IA dans les contenus, dans les usages et dans les formats d'enseignement que vous proposez à vos étudiants et étudiantes, qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou internationaux, et donc dotés de cultures différentes par définition? Alors déjà, merci Muriel pour l'invitation. Le pédigré de Muriel est aussi immense, donc on pourrait faire un petit retour aussi. Et ravi d'être avec Romain et Thierry. Alors là, je parle bien au nom de Schema, hein, pas de la CDEFM, pour que je tente à devenir un peu schizophrène parfois. Donc là, c'est bien au nom de Schema. Alors l'IA, comme tu l'as très justement noté, nous, l'école a été créée il y a 15 ans par la fusion de 2 vieilles dames, dont l'une date de 1890. Donc c'est une longue histoire, mais
je reviens un peu là-dessus parce qu'en recréant un nouveau modèle de business school, vraiment l'idée était d'avoir une marque mondiale, d'être présent sur plusieurs continents et finalement être toujours un peu à l'avant-garde de l'enseignement et de la recherche hybridé avec le management, on a finalement l'IA, pour nous, c'était naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démarré il y a 15 ans avec tout ce qui était management des connaissances et puis évidemment on a passé l'étape de la digitalisation, donc en transformant chaque fois nos programmes et surtout notre école. Évidemment, quand l'IA s'est invitée au menu des discussions dans l'éducation, très rapidement s'est posé la question de comment former les managers de demain, prêts à l'emploi partout dans le monde. On a 140 nationalités, 10 000 étudiants. On s'est dit le défi est colossal. Et en allant regarder dans notre landerneau, on va dire les racines de Schema sont françaises, même si on est un peu partout, on s'est dit comment pouvoir former des managers à ce qu'ils puissent parler le même langage, ou en tout cas qu'ils comprennent la langue de l'IA. Puisque quand on est manager, souvent tout ce qui est un peu tech, c'est compliqué. Et pour les tech, le management est un peu compliqué. Et on a cherché et on s'est dit, au fond, on pourrait faire des additions de connaissances et de compétences, mais ça va pas marcher. Et donc, on est allé dans un lieu qui est un lieu assez remarquable de dynamique autour de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Montréal. Et on est allé se dire, peut-être en allant là-bas, on va trouver des gens qui parlent le même langage. Donc, impact carbone après, puisqu'en prenant l'avion, on est allé à Montréal il y a 5 ans. Et on a découvert là, voilà, le centre de valorisation des données, le MILA, tout ce qui est autour de Joshua Benjo. Et puis finalement, on a découvert des gens qui parlaient la même langue. C'est pas un gros mot de dire que quand on fait de l'IA, on peut parler de management et vice versa. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'aller recruter des gens là-bas, il faut peut-être qu'on s'y installe et qu'on puisse bénéficier de ce système remarquable. Donc, on a installé un centre d'innovation en intelligence artificielle for Business et AI for Business à Montréal. Et là, on y développe des contenus pour le business, des outils pour améliorer la performance de notre maison, Schema, et puis des outils pédagogiques qu'on pourra partager avec notre environnement. Et là, je reviens sur ta question pour faire court. Finalement, on reviendra sur ce que vous développez à Montréal, de toute façon. Oui, on y reviendra. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment tous les petits, qui soient du bachelor, la grande école, les masters, alors on a plein de masters et de tracks autour de AI for Business. On crée une école qui s'appelle AI for Business actuellement. Et effectivement, on s'est dit, il faut que cette hybridation vienne toucher, parce que l'équipement en IA des managers est fondamental. C'est-à-dire, on ne peut pas aller former des gens qui seront des grands cadres ou des grands dirigeants demain sans qu'ils soient au moins acculturés, ou en tout cas peut-être pas formés totalement à tout ce qui est machine learning, deep learning ou toutes les autres initiatives autour de l'IA, mais il faut qu'ils puissent savoir comment trouver des nouvelles solutions d'affaires en intégrant l'intelligence artificielle. Donc on a démarré cette hybridation par des cours de sensibilisation, de l'hybridation et puis évidemment des enseignements verticaux avec des programmes à tous les niveaux. Et Montréal nous permet au fond d'optimiser ce qui existe là-bas et de l'introduire parce que faire de l'IA en France, c'est une chose, on va en parler, mais nous sommes au Brésil, en Chine, en Afrique, aux États-Unis, et la perception de la formation en IA dans ces pays-là, c'est absolument pas la même chose que ce qui se passe en France. Voilà. Donc ça, c'était notre défi. Tu nous rappelles combien d'étudiants, tout, Schema à l'échelle globale? Alors, un peu plus de 10 000, 140 nationalités, 8 sites dans le monde, 3 en France. Le nord, le sud, et évidemment le siège Paris, à Suresnes, pas très loin de Paris d'ailleurs. Absolument, j'ai eu la chance de visiter, qui est sublime. Thierry, ma prochaine question va vers toi. Nous sommes, et ça c'est pas un scoop non plus, dans une période où la complexité génère de l'incertitude. On aime ça d'ailleurs, l'incertitude. Et finalement, seuls ceux qui prendront la mesure de cela et feront des remises en question en profondeur sortiront du lot. Alors, que fait IP Paris justement pour accompagner ces transitions, notamment en matière de recherche, et comment les diriger vers une recherche que j'aime dire impliquée? Alors, je n'ai pas dit appliquée, même si je considère que la recherche appliquée est majeure, mais je dis impliquée pour répondre justement aux enjeux de notre siècle. Merci Muriel. L'ambiance est assez étrange parce qu'on a l'impression là de prendre un pot avec des amis et on est face à une audience exigeante, et sur un sujet mais vertigineux. Bon,
Donc voilà, c'est ça. On est dans un petit salon en train de dériver dans l'univers là. Moi je me souviens du moment où un copain, au début des années 80, m'a montré le premier Macintosh que j'ai vu. Voilà. Je me souviens aussi, le type, ensuite il a démontré que le système solaire était instable. Par ailleurs, c'est un petit scientifique un petit peu... voilà. Et puis on se souvient tous du moment où... Comment ça s'appelait Bitnet, machin, le truc on faisait ça sur des Minitel. Enfin, c'était assez... je ne sais plus qui a dit que les transformations ou les disruptions ont toujours moins d'effets qu'on ne croit sur le court terme et plus d'effets qu'on ne croit sur le long terme. Mais dans ce cas-là, par rapport aux deux disruptions précédentes, je me demande si ça ne va pas aller plus vite et plus fort. Bon. Donc, c'est d'où le côté vertigineux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, pardon, nous, modestement? Eh bien, d'une part, pour, réunir ces 5 écoles d'ingénieurs autour de projets communs, parce que, je le dis souvent, il n'y a que 2 raisons de faire IP Paris. L'une, c'est l'attractivité internationale, parce que chacune des écoles, si prestigieuse soit-elle, n'aura pas assez d'attractivité internationale. Et la deuxième, c'est de faire des recompositions scientifiques qui ne seraient pas possibles à l'échelle de chacune des 2 écoles. Et donc, une manière de le faire, c'est aussi de se tourner vers les défis sociétaux. Donc, on a bâti ce qu'on appelle des centres interdisciplinaires. On part du socle de recherche de base, on identifie un grand défi sociétal et on essaie de faire atterrir des fonds privés. C'est une des caractéristiques, étant donné la porosité des écoles d'IP Paris avec le milieu économique, c'est possible. Ces défis sociétaux ne sont pas très originaux. Le climat, la défense et la sécurité, mais aussi l'intelligence artificielle. La santé aussi. L'ingénierie pour la santé, enfin, je ne vais pas tous les citer, je fais ma petite page de pub pour l'Institut Polytechnique de Paris. Mais l'un de ces centres interdisciplinaires s'appelle HyParis et il est avec HEC. Donc je suis complètement ton discours sur le fait que les sciences et technologies, d'une part, le management, d'autre part, non seulement c'est plus intime qu'on ne peut le croire, mais d'autre part, ça gagne à être intime. Donc oui, il y a de la recherche sur l'intelligence artificielle, qui est quand même un sujet assez étrange parce que personne n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, les grands spécialistes vous disent, chez nous, c'est Éric Mouline qui dit « Oh, de toute façon, les résultats scientifiques, c'est pas très intéressant, enfin, c'est de la petite manip, mais... » Et puis, c'est une science intensive, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de gens pour maniper. Mais au fond, on ne comprend pas très bien pourquoi ça marche et comment ça marche. Bon, raison de plus pour penser qu'il va y avoir de la recherche importante dans ce domaine. Et puis le deuxième point, la deuxième chose qu'on fait, c'est de considérer qu'il faut développer les formations spécifiques dans le cas de l'intelligence artificielle. On se souvient avec Frédéric du premier plan intelligence artificielle où c'était pas très difficile de mobiliser le milieu de la recherche. Mais pour ce qui était de monter des formations nouvelles, de faire comprendre aux universités à l'époque et aux écoles qu'il fallait s'y mettre, c'était plus difficile. Je pense que l'écosystème a compris et donc qu'on va considérer qu'il faut à Polytechnique, à Télécom, etc., enfin dans toutes les écoles, des filières spécifiques, mais que par ailleurs, et je reboucle avec l'histoire de l'informatique qui a été une espèce de lingua franca pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il était entendu qu'il fallait, dans un labo de physique, enfin dans n'importe quel labo, évidemment il y avait une couche d'informatique et que l'informatique changeait la manière de travailler, il va falloir que les X et les autres aient tous une teinture d'intelligence artificielle dans leur cursus. Est-ce que vous y arrivez en fait, parce que là il s'agit à IP Paris de conjuguer les uns et les autres dans leurs différences, et quand je dis dans leurs différences, c'est les 5 écoles en question, donc ça engage aussi une dimension culturelle. Est-ce que vous arrivez à les faire travailler ensemble sur justement les sujets que tu viens évoquer? Mais sur ces sujets et sur les autres. Et sur les autres, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on avait le choix, c'est clair. Enfin, on a une lettre de mission qui est assez claire. Mais il y a des enjeux qui sont assez clairs du point de vue de ce qu'attend la société. Enfin, étant donné la manière dont
ce pays a investi symboliquement, je veux dire l'État, mais aussi les entreprises, et étant donné les positions qu'occupent les anciens élèves de ces institutions, si on ne comprend pas aujourd'hui qu'il y a un enjeu à la fois sociétal, international, de lien avec l'économie, et si on ne s'organise pas pour répondre à la demande, là je crois qu'on pourra considérer qu'on a échoué, mais l'échec n'est pas une option en la matière. Absolument. Ou alors il peut être un essai, mais est-ce que tu considères, toi... Non, ce coup-ci c'est le bon, là. D'accord, Voilà, donc tu considères que vous êtes arrivé à maturité, en tout cas, pour imbriquer ensemble ces 5 écoles pour qu'ils puissent aller dans une même vision, une même stratégie? Je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense qu'on bien l'a déjà raison. montré et T'as qu'on bien va raison. montrer dans les mois et les années qui viennent que ça marche. Bravo. Romain, dans mon introduction tout à l'heure, j'évoquais les questionnements dans l'ère, dans l'avènement des nouvelles technologies, de l'IA générative, qui posaient des questions, évidemment technologiques, mais aussi philosophiques, sociétales et éthiques. Et j'aimerais t'interroger sur l'enjeu éthique, justement. Comment, dans une école d'ingénieurs comme Centrale Supélec, on peut faire toucher du doigt aux étudiants les limites, justement, de l'IA, ne pas se reposer sur des acquis, être conscient des frontières de l'IA sans qu'elle nous déborde, être finalement en maîtrise, oserais-je dire, en pleine conscience et en contrôle de l'objet, c'est-à-dire la tech, tout en préservant absolument sa condition de sujet, autrement dit, sa condition humaine. Pour ne pas tomber justement dans une société de chosification ou de réification qui fait que finalement, à une génération comme celle-ci, s'il n'y a pas de conscientisation par l'apprentissage, simplement de l'automatisme et du mimétisme sans conscience, comment faire en sorte d'incarner, d'intégrer, de contrôler, de garder le lead sur sa propre condition humaine dans une école d'ingénieurs? Merci Muriel. Grande question. Oui. Un mot d'introduction d'abord pour dire que je retrouve à Centrale Supélec beaucoup de choses que j'ai entendues tant du côté de Alice que du côté de Thierry. À Centrale Supélec, évidemment, on est investi sur l'intelligence artificielle. On le fait, vous le savez sans doute, au sein de l'Université Paris-Saclay, qui a fédéré là aussi toutes ses forces dans un institut commun, transverse. Donc là, on retrouve un peu la logique de l'IPP, un institut qui s'appelle DataIA, qui est dirigé par un enseignant-chercheur de Centrale Supélec, mais qui fédère l'ensemble des forces. Ça représente à peu près 1200 scientifiques autour de tous les domaines de l'intelligence artificielle. Je me retrouve aussi avec Schema, puisqu'on a ouvert un laboratoire de recherche internationale avec le CNRS, l'Université Paris-Saclay et le MILA, avec un enseignant-chercheur de Centrale Supélec qui est parti donc au Canada pour mettre en place ce labo il y a un peu plus d'un an. Donc c'est dire que c'est vraiment au cœur de nos thématiques de recherche. Logiquement, ça imbibe aussi nos formations, avec toujours les deux sujets. Il y a la formation par l'IA et la formation à l'IA. Donc là, la question portait, c'est plutôt sur la formation à l'IA. Alors, effectivement, la formation par l'IA, ça c'est un autre domaine qu'on abordera peut-être. Formation à l'IA, c'est évidemment être conscient, d'abord savoir l'utiliser. Alors là aussi, je me retrouve avec ce qui a été dit, puisque dans les formations à l'IA, on en a mis en place 2 majeures avec notre partenaire stratégique qu'est l'ESSEC. Donc là, on retrouve cette association entre école de management et école d'ingénieurs. On a mis en place un bachelor international qui a démarré à la rentrée dernière, précisément pour allier tous ces aspects management et les aspects techniques et les aspects ingénieurs, parce que ça nous paraissait la bonne façon de procéder. Également, on a depuis plusieurs années un Master of Science qui fonctionne très très bien. Il vient de signer, d'ailleurs, il a signé à la rentrée dernière un partenariat de double diplôme avec Columbia, avec le master équivalent de Columbia. Donc un Master of Science dédié au business analytics. Donc là aussi, on voit cette complémentarité, on retrouve de Schema. Alors après, sur la formation, donc il y a évidemment tous les aspects techniques. Et dans une école d'ingénieurs, on offre la possibilité, on a des promos qui font 1000 élèves maintenant. Donc les 1000 élèves, on leur permet d'avoir des parcours qui soient très très variés, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'ils se marchent trop sur les pieds à la sortie, et il faut répondre à leurs attentes. Mais on offre en particulier des parcours très approfondis sur tout ce qui est intelligence artificielle. Alors l'aspect technique est évidemment très important pour des ingénieurs, surtout que derrière on pousse l'entrepreneuriat et on pousse le développement d'innovation. Mais c'est totalement, je dirais, insuffisant. Il faut prendre en compte, c'est ce que tu disais Muriel, l'aspect éthique. Et là, il y a toute une série d'aspects derrière l'éthique. Il y a l'aspect d'abord plagiat. Alors ça, les élèves l'ont vite compris, évidemment. Il y a tout l'aspect, vous le savez, de propriété intellectuelle,
puisque l'intelligence artificielle va utiliser des databases dont un certain nombre de données sont propriétaires, donc avec toutes les limites que ça pose. Il y a tous les aspects sur le plan éthique de manipulation, de capacité avec l'intelligence artificielle à manipuler des personnes ou des populations affichées. Ça, il faut en être conscient aussi. Il y a tout le potentiel pour les cyberattaquants que permet l'intelligence artificielle, de nouvelles possibilités d'attaque. Et puis, il y a aussi un enjeu éthique, je pense, majeur sur lequel on doit sensibiliser nos étudiants, qui est tout ce qui est remise en cause, finalement, de toute vérité. Vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, de plus en plus, on ne peut plus croire une image, on ne peut plus croire une vidéo, on ne peut plus croire un enregistrement. Et ça pose un problème éthique assez fondamental. Alors après, comment s'en protéger? Je dirais que c'est impossible de se protéger de tous les dangers associés à toutes les nouvelles opportunités. Mais comment essayer de mitiger le risque? En développant l'esprit critique chez les élèves. Ça veut dire développer, on le faisait déjà, mais je pense qu'il faut qu'on l'accentue, le développement des controverses, la capacité à s'extérioriser, à avoir une opinion propre. Le parallèle que je fais souvent, c'est avec la calculette. Quand vous connaissez les tables de multiplication, vous avez un ordre de grandeur approximatif de ce à quoi vous devez arriver. Et si votre calculette met 3 ordres de grandeur d'écart, vous vous en rendez compte. Si, parce que vous avez une calculette, vous n'apprenez plus les tables de multiplication, votre calculette vous crache un résultat qui est faux de 3 ordres de grandeur, vous ne vous en rendez pas compte. Et je dirais qu'avec l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Il faut toujours garder la maîtrise globale du sujet, sinon on se fait déborder. Et ça, je pense que c'est une notion qui est inculquée aux élèves à accentuer. Ne jamais prendre pour argent comptant ce qui sort d'une machine. Déjà, quand ça sort de quelqu'un, il faut se méfier. Mais quand ça sort d'une machine, je pense que c'est encore beaucoup plus dangereux, alors qu'on a tendance à penser le contraire. On a tendance à penser que comme la machine a dit que, c'est bon. Le nombre d'élèves qui disent « Ah ben non, mais 3 millions de degrés dans le moteur, oui, mais regardez, c'est la calculette qui me l'a dit. » Bon. Donc c'est vraiment le genre de choses qu'il faut éviter. Donc développer l'esprit critique, développer les controverses, entraîner les élèves à avoir du recul et à avoir de l'éthique. Alors l'éthique, sur un plan général, c'est un autre sujet, mais je pense qu'un ingénieur au XXIe siècle ne peut être crédible que s'il affiche une éthique très forte et des valeurs très fortes. Maintenant, faire des équations justes, ça ne suffit plus pour être audible dans la population, dans la société. Il faut être exemplaire, il faut porter une éthique personnelle qui légitime le discours scientifique qu'on peut porter derrière. Mais on ne croit plus la science pour la science. C'est parfait. Tu as très bien répondu, mon cher Romain. Ali, je reviens vers toi pour revenir sur ce que vous déployez chez Schema. Donc, on a dit, au-delà des transformations dans la pédagogie, les usages que vous déployez pour vos apprenants, vous avez souhaité, au sein de Schema, générer de l'impact, finalement, sur votre propre performance et à développer cet outil technologique à Montréal sur le transfert des connaissances, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux quand même nous en dire plus, parce que c'est hyper innovant, je trouve, c'est disruptif pour une école de développer ce propre outil. Alors, il y en a d'autres, mais celui-ci me semble très intéressant. Et est-ce que tu peux me dire aussi si vous comptez le déployer dans les autres écoles de Schema, et pourquoi pas Alors, de Schema, certainement. Après, j'espère bien. J'espère bien. On verra. Non, l'idée, alors, de revenir sur le centre de Montréal, et je me souviens, on en avait parlé quand tu avais expatrié un chercheur au MILA. Nous, on a donné 3 missions au centre d'innovation de Montréal. La première mission, c'est effectivement de rapprocher les 2 langues. Je reviens là-dessus, créer des contenus et être capable directement d'adapter les contenus à des problématiques, solutions d'affaires, comme on dit au Québec, et des approches managériales. Donc là, on crée effectivement, comment on peut apprendre et comment on peut insérer l'IA et vraiment hybrider en ayant la même langue. Donc ça, ils produisent ça. Et on a aujourd'hui, dans la galaxie Schema, plus de 25 professeurs qui parlent les 2 langues, business, et même si on a des computer science, des mathématiciens, l'idée, c'est vraiment de rapprocher sur les solutions d'affaires. Donc ça, dans l'écosystème, ça se développe vite. Ça va de basique jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées. Et à partir de ces contenus, d'ailleurs, on fait beaucoup de développement avec des entreprises aujourd'hui. On a par exemple des parfumeurs à Grasse qui nous demandent de créer des algorithmes pour accélérer la production de nouveaux parfums et de pouvoir s'améliorer, etc. Donc on est vraiment en train de bien pouvoir parler aux entreprises. Souvent les entreprises viennent nous voir en disant mais finalement on aimerait faire de l'IA mais on ne sait pas comment. Et donc nous on dit nous on peut vous aider mais sur des choses quand même qui restent limitées autour de management et intelligence artificielle. Donc ça c'est la première mission. La deuxième mission c'est les outils
outils pédagogiques. Donc l'idée, c'est de créer. Alors, quel problème avons-nous dans une école qui a 8 sites différents, beaucoup de nationalités différentes, donc des petits qui arrivent avec des niveaux de connaissances qui sont probablement pas les mêmes, mais au-delà du niveau de connaissances, qui arrivent avec des trajectoires d'apprentissage qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire si la façon d'apprendre au Brésil, nous on le voit, pas du tout la même qu'en Chine. Donc l'idée pour nous, c'est aussi de leur permettre, quand ils arrivent ensemble à l'école, de pouvoir se remettre sur une même trajectoire pour que nous, nos profs, ça soit plus confortable et qu'on puisse travailler. Donc en termes d'outils pédagogiques, on est en train de créer à Montréal. C'est un développement qui dure 190 jours. On a des développeurs qui sont là-bas. Tout un système de remise à niveau, donc auto-évaluation des étudiants à partir des bases de connaissances de schéma. Donc où j'en suis, j'arrive en Chine, où j'en suis de ma connaissance du marketing, de l'international business, de la fintech, etc., etc. Donc ils s'évaluent en fonction des pays. Évidemment, ils vont s'évaluer de façon différente. Et à partir de cette évaluation, l'IA va leur dire, ben là, vous avez des points de faiblesse qui ne vous permettront pas de passer sereinement. Vous êtes sur un cursus bachelor ou un cursus grande école ou même sur une année. Il faut que vous puissiez vous remettre à niveau avant de rentrer. Et où est-ce qu'on va chercher la remise à niveau? On va la chercher dans la base de connaissances de schéma worldwide. Donc on a créé, et c'est les développeurs qui ont fait ça, donc ils se créent des pompes aspirantes. Et vos développeurs? Oui, c'est nos développeurs à Montréal. Ils ont créé des pompes aspirantes. Donc ils vont chercher par exemple, je mets fintech ou géopolitique, puisque là on est en train de lancer cet outil sur la géopolitique. Et ils vont s'évaluer, on dit vous avez des faiblesses, et là, l'IA va chercher dans tous les cours et va remettre en place le dispositif en disant voilà les livres que vous devez lire, voilà le cours que vous devez prendre, et voilà là où vous devez aller chercher. Alors c'est peut-être au Brésil, c'est peut-être en Afrique du Sud, c'est peut-être en France. Et donc là, le petit se remet à niveau et se challenge régulièrement, peut se challenger régulièrement tout seul à partir de cet outil sur différentes data. La question est que on va s'alimenter qu'à partir de la base de connaissances de schéma. Aujourd'hui, il y a des EdTech qui existent, qui font ça. Alors, ça coûte un peu d'argent. Et on va chercher, par exemple, une remise à niveau, mais globalement, ça peut pomper dans un peu des écosystèmes, la France ou les États-Unis ou ailleurs. Nous, on a décidé d'aller les remettre à niveau par rapport à la base de connaissances de schéma. Demain, cet outil peut aller chercher et pomper ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples. Deuxième exemple, Alors, attends, je me permets d'interrompre. Si je te suis bien, l'outil, c'est un outil qui est dédié à tes étudiants, profondément personnalisé, adaptable. On est dans de l'adaptive learning, en fait. En fait, pour nous, l'IA, ces outils-là, c'est de l'hyper-personnalisation de l'apprentissage. Donc, on va jusqu'à vraiment partir de leur background, de leur culture, de là où ils sont. L'outil permet d'adapter. Et l'idée, ça va être, bon, évidemment, le déploiement. Là, on est dans une phase où on va commencer à déployer. Donc, c'est en phase de POC, là, en ce moment, c'est ça? Oui, là on a créé sur marketing, géopolitique, etc. Ça y est, ça tourne. Là on a jusqu'à mai pour déployer sur tous les champs disciplinaires et ensuite sur tous les sites. Donc voilà, c'est un des exemples. C'est 190 jours de développement. On a 2 développeurs à temps plein dessus. Alors moi, on me dit oui, mais machin, la EdTech, elle fait ça. Je dis ok, très bien, mais nous aussi, je critique pas les EdTech. On va chercher aussi des choses. On fait du test and learn, mais on préfère effectivement avoir un outil qui est totalement adapté. Autre type d'outil, on a fait là en moins de 45 jours. On avait le problème, nous, à l'échelle du groupe, trouver des jobs, trouver les stages, trouver les apprentissages. On avait des équipes qui faisaient à la mimine. Donc, faut aller. Alors, moi, je veux avoir mon apprentissage chez L'Oréal, machin. Bon, donc là, les équipes, c'était painful. Donc là, on a dit à nos développeurs, créez-nous un outil, pompe aspirante. On va chercher partout, sur tous les sites, les jobs, les propositions d'apprentissage, d'alternance, etc. Et nous, nos collaborateurs, du coup, interviennent comme des coachs en disant, ben voilà, aujourd'hui, on a 700 offres de jobs, de stages d'apprentissage qui arrivent chaque mois dans l'école. Avant, c'était... Et là, je parle juste de la France. Hein. Évidemment, c'est sur tous les sites, c'est déployé. Et on peut évidemment l'utiliser pour d'autres choses. Elle est née quand, cette initiative? C'est l'an dernier, ça. C'est l'an dernier, donc c'est assez récent, en fait. Oui. Est-ce que tu connais d'autres établissements de l'ESR qui ont déployé des outils similaires?
Je vais pas parler avec belle la terre entière, non, mais t'aurais pu- non. enfin, Mais j'en connais beaucoup qui viennent nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez nous le vendre ça. D'accord. Voilà, donc c'est le genre d'outil et évidemment la troisième mission, c'est tout ce qui est autour du lien avec l'entreprise. Donc là, on accompagne beaucoup, par exemple, de cadres d'entreprises françaises qui vont à Montréal pour des study trips et qui vont passer une semaine d'immersion où on leur explique ce qui se passe, comment ça marche, on les confronte avec d'autres entreprises internationales et puis ils créent des réseaux. Nous, l'idée, on se voit vraiment comme étant on veut faire des ponts, nous, avec tous les pays dans lesquels on est, et on veut offrir aux entreprises brésiliennes ou chinoises l'opportunité de venir ici, aux entreprises françaises d'aller là-bas. L'idée, c'est vraiment de dire la place mondiale. Bon, la France est microscopique, je suis désolée de le dire, mais on est tout petit quand même. Le monde, c'est un terrain de jeu qui est un bac à sable qui Absolument. est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Et pour nous, on veut être des connecteurs. Donc, on veut faire parler toutes ces différentes cultures et puis s'échanger ces outils et ces pratiques. Oui, c'est-à-dire que tu ouvres les barrières, tu transcendes les frontières et tu travailles finalement le multiculturalisme aussi au travers de la technologie. Et alors, le pire, c'est le culturel. Enfin, en tout cas, en France, on est ça, c'est champion sûr. du monde pour rester entre nous, dire qu'on fait tout très bien, ne jamais regarder ce qui se passe ailleurs et puis surtout critiquer parce mais que ça, c'est tellement simple. Voilà. Et donc, c'est la voilà, je culture reviens du française. Brésil. J'étais une semaine sur notre campus du Brésil. On a 2000 étudiants, il y a 70 nationalités, il y a un engouement, une positivité, une joie de vivre incroyable. Et puis, quand on revient ici, d'un coup, on prend une douche froide. Mais quoi, tu étais au Brésil, ton empreinte carbone n'est pas bonne, Alice, ça n'est pas bien. Je dis oui, mais il y a 2000 gamins qui vont trouver des jobs, c'est super. Oui, mais c'est pas bien, tu devrais rester en France. Voilà. C'est un peu tu sais compliqué. que tu prêches une convaincue. Thierry, l'intelligence artificielle, on le sait, va transformer les compétences des enseignants qu'il s'agira d'évaluer. On a parlé recherche tout à l'heure. Moi, j'aimerais plutôt positionner le sujet sur les enseignants et les étudiants. Et j'aimerais aborder avec toi un sujet qui me tient très à cœur, qui est l'hybridation des compétences et des expertises. Et la question est la suivante. Comment l'Institut Polytechnique de Paris et ses établissements gèrent cette hybridation plus horizontalisée, beaucoup moins silotée? Comment finalement aussi donner une plus grande place à l'oralité, par exemple, à l'alliage serein des sciences dures avec les sciences douces? Bon, je ne sais pas si je vais répondre à la question, parce que je voudrais répondre à d'autres questions. Mais je voudrais d'abord reprendre le point. Mais je reviendrai aussi un peu à la tienne. Non, je voudrais reprendre le point d'Alice, parce que, bon, c'est pas moi qui ai besoin d'être convaincu qu'il faut circuler, qu'on s'est trop flagellé, qu'on a bien intérêt à aller voir ailleurs, etc., etc. Néanmoins, sur la question de l'IA, je mettrais quand même un petit bémol. On peut être dans les très très grands joueurs. Okay, il se trouve que si on regarde Mistral, pas seulement Mistral AI, mais enfin les boîtes qui sont en train de réussir, il y en a un certain nombre qui sortent de chez nous, les gens qui ont créé. Et les boîtes, enfin, on a tout ce qu'il faut en matière de compétences, en matière de haute science et en matière de tissu économique. Il y a quand même des choses qui se sont passées sur la place parisienne depuis quelques années. Donc je ne suis pas en train de faire un cocorico ni surtout du provincialisme. Je suis en train de dire on peut jouer et il faut jouer. Et peut-être dans quelques années, on aura moins besoin d'aller à Montréal. Enfin, évidemment, on se tirera la bourre avec eux. Enfin, ils sont très forts, mais enfin, faut pas oublier que Yann, il est un peu français sur les bords et il nous arrive de le voir, enfin, etc., etc. Et puis si un certain nombre, si Meta, Google et les autres ont installé des centres de recherche à Paris, c'est pas seulement pour nos beaux yeux. Donc, on peut jouer. Alors maintenant, je me rapproche un peu de la question. D'abord, je réfléchissais au titre de la table ronde, les défis de l'éducation à l'heure de l'IA. Et c'est ce que tu disais. Les défis, c'est quoi? Les défis de l'éducation, c'est l'efficacité, c'est l'ouverture, et la réponse, c'est la personnalisation. Bon, on le sait tous. Et effectivement, l'IA permet de systématiser la personnalisation, de la rendre efficace, etc. Elle permet de faire tout un tas de choses. Impact sur la recherche. Enfin, les types qui cherchent à configurer des molécules ou des protéines, etc., leur job va changer. Bon, ce qui, évidemment, déplace la compétence et l'intérêt et la valeur ajoutée sur autre chose. Deuxième exemple. Hier, on avait un COMEX d'IP Paris, on a passé 2 heures, on en passera beaucoup plus encore, sur la question de l'égalité des chances. Parce qu'on a un petit souci.
un petit souci. L'X a eu beau ouvrir il y a 50 ans ses promotions aux femmes avec le succès qu'on sait avec une majeure dès la première année, et puis actuellement avec une directrice générale. Néanmoins, il y a un petit problème sur l'équilibre de genre, il y a un petit problème sur l'ouverture sociale en général. Et tu as créé d'ailleurs un observatoire de l'égalité des chances. On avait créé un observatoire au HCES qui j'espère, un observatoire d'enseignement supérieur qui s'intéressait en particulier à cette question-là. Quelque chose me dit qu'on va remettre la sauce à IP Paris. Mais au fond, on n'y comprend rien. On a du mal à savoir quels sont les flux réels. C'est difficile. Il faut acquérir des données, il faut les structurer. Qu'est-ce qui va nous aider à le faire? C'est un des outils. C'est un exemple, un des exemples. Maintenant, je voudrais aller dans l'autre sens et dire que sans jouer du violon sur l'humanisme ou sur jamais l'IA ne pourra faire ceci et cela. On l'a dit 50 fois et à chaque fois. Bon, donc du calme. On est en train l'IA va redéfinir l'humain, les technologies. Enfin, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'agriculture, l'écriture et le reste, on redéfinit l'humain. On est une fois de plus en train de redéfinir l'humain. Néanmoins, au stade d'aujourd'hui, il y a des compétences qui sont complètement percutées. Il y en a d'autres qui ne sont pas percutées. Et le type d'enseignement qu'on fait dans les écoles du Paris, c'est-à-dire des maths, de la physique, de la chimie, etc., à très haut niveau, pour le moment, je suis désolé, l'IA est nulle sur la question. Donc, ça va rester un enseignement, même si on va se servir d'outils, oui. Néanmoins, l'enseignement très exigeant et l'enseignement qui va permettre de former à nouveau des gens capables de faire les disruptions à la fois intellectuelles et puis de start-up, etc., cet enseignement-là, il va rester pour le moment non percuté par l'IA. Alors évidemment, il y a un autre aspect. On se souvient d'il y a quelques années, il y a un truc qui s'appelait, je ne sais plus comment, c'est le pipotron. Ça vous générait des discours stupides. C'était très drôle. Bon, là, on a un pipotron qui se met à marcher. Bon, alors effectivement, il est clair qu'il va y avoir une redéfinition d'un certain nombre de compétences. Ou pondre une dissertation plus ou moins banale sur un sujet banal, ou synthétiser, faire une note de synthèse. Dit fais-moi une note sur machin, il est clair que GPT va vous la faire plus rapidement que celui ou celle qui est issu d'une école à laquelle on pense tous. Bon, la manière dont ça va se redéfinir va être compliquée. Alors ta question, c'était sur comment on hybride. Oui, c'est un peu le sujet. Ça me semble important. Oui, bon, mais c'est un peu Alice l'a expliqué magnifiquement. Bon, d'abord, les sciences bougent, on le sait tous. Le HCRS avait produit un rapport sur les maths, sur ce que c'est que la recherche en maths aujourd'hui. Moi, je ne reconnais pas la discipline dans laquelle j'ai été formé. Les matheux de la Tour d'Ivoire, c'est fini. C'est-à-dire que l'interaction entre les maths et le monde réel, elle est multiple par 1000 canaux. Et donc, effectivement, on vit un moment où les socles disciplinaires sont en train d'exploser. C'est pour ça que nous, on fait des centres interdisciplinaires en recherche. C'est pour ça que tout ce qu'on fait dans nos écoles est beaucoup plus hybride que ça n'a été hier. Est-ce que l'IA va aider? Sûrement. Oui, il était temps, tu vas me dire. Bon, absolument. C'est sûr. Mais ils ont bien duré, les blocs disciplinaires, quand même. Ouais, ils nous ont bien fatigués pendant des années. Romain, je passe à toi. Donc, on parlait à l'instant d'interdisciplinarité. Comment toi, tu fais à Centrale Supélec pour stimuler justement cette hybridation des compétences, injecter la dimension des humanités ou des SHS et, je rappelle, et j'en veux pour preuve, la formation conjointe qu'on a menée, École OnePoint, avec Centrale Supélec et XZ Education sur les humanités. D'ailleurs, on l'a baptisé les humanités, ce qui est très intéressant. Et donc, ça, j'aimerais bien que tu me répondes sur ce point. Et puis, j'ajoute, pour rebondir sur ce que disait Thierry, comment faire en sorte aussi de donner envie, d'avoir envie aux jeunes filles d'oser la science, finalement? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, personnalisation de l'éducation via l'IA. Ça a un impact sur l'hybridation fort parce que ça nous permet d'accélérer la diversité de recrutement.
historiquement, quand on se reporte, je sais pas, 20 ans en arrière, une école d'ingénieurs comme Centrale ou Supélec recrutait à peu près toutes ses promotions en prépa, donc des populations extrêmement homogènes. Et donc pour les professeurs, c'était assez pratique parce qu'ils savaient exactement ce que les élèves étaient capables de faire et ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Depuis, on a beaucoup diversifié les recrutements, que ce soit évidemment sur les recrutements internationaux ou même sur les recrutements en France. Là, on a ouvert une filière BCPST donc en prépa agro il y a 3 ans. On a ouvert une filière pour des sportifs et des artistes de très bon niveau à la dernière rentrée. Et le fait d'avoir des élèves d'origine de plus en plus variés pose évidemment un problème à l'enseignant qui se retrouve face à une population hétérogène. L'intelligence artificielle, ça facilite grandement la remise à niveau. C'est-à-dire qu'un élève qui arrive peut se tester avant sur des QCM et voir s'il a des faiblesses. Et dans ce cas-là, il a une éducation personnalisée qui l'accompagne pour le remettre à niveau là où il en a besoin. En ce sens-là, l'IA est un puissant outil pour hybrider les promotions et donc pour hybrider les savoirs et avoir des profils plus variés. Alors après, pour en revenir aux humanités, on met l'accent dessus, effectivement, et tu l'as rappelé, Muriel, parce que ce qui va finalement distinguer l'homme de la machine ou la femme de la machine, c'est sa créativité, c'est sa capacité à prendre de la hauteur, à avoir une vision qui ne soit pas la vision moyenne que l'IA va trouver dans sa database. Donc la culture générale, ça nous paraît extrêmement important. La créativité stimulée notamment par la pratique artistique, et c'est pour ça, c'est pas sans raison qu'on a ouvert cette filière, notamment pour des artistes de très bon niveau. La créativité artistique sont des éléments qui resteront différenciés un certain temps. Alors indéfiniment, je ne sais pas, comme disait Thierry, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, pour un certain temps encore, on peut penser que la créativité qui est associée à la pratique artistique et à la culture générale, à mon sens, parce que ça fait une database personnelle et d'émotions que la machine ne peut pas avoir, je pense que ça continuera à être des facteurs différenciants et que c'est là-dessus qu'il faut que nos talents, nos jeunes talents se positionnent, parce que c'est là-dessus qu'ils continuera à faire les différences par rapport à la machine. Donc réveiller le savoir penser, le savoir questionner, le savoir critiquer, les imaginaires. Exactement, pour pouvoir travailler justement la importants. créativité et l'inventivité. Et je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Alors ma dernière question, parce que je vois que le timekeeper là me regarde avec des yeux ronds, je vous l'adresse à vous trois. Et je demanderai à Alice peut-être de répondre en premier. Quel sera à votre sens, parce que l'idée aussi c'est de se projeter. On se doit être dans la prospective, dans l'anticipation et d'imaginer, parce qu'on est quand même des citoyens responsables et engagés, qu'est-ce que sera le futur de l'éducation à horizon 10, 20, 30, 40 dans notre pays. Alors, quelle serait à votre sens la bonne gouvernance à adopter et à implémenter pour l'enseignement supérieur et la recherche dans les années à venir, ce qui est un vaste débat. On n'aura certainement pas le temps, mais j'aimerais bien vous écouter, en tout cas sur les dernières minutes qui nous restent, car il en appelle évidemment à revisiter une culture française ancrée en profondeur, voire à complètement revisiter la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche de notre pays. Je te laisse la primeur, ma chère Alice, et nos amis Thierry et Romain répondront ensuite. On a le droit d'être incorrect ou... Mais bien sûr, ici tu as tous les droits, tu es dans un terrain de jeu qui s'appelle One Point, où la liberté psychique domine. Donc vas-y. Bon, alors j'allais dire ça va être facile parce que nous on a eu la chance, créant Schema il y a 15 ans, on a déjà dessiné l'école de nos rêves et ensuite inventé la gouvernance dont on rêvait aussi. Et pour faire ça, on a rapproché déjà une gouvernance très... Et après, je dis pas que c'est le truc qu'il faut faire, mais en tout cas, ça fonctionne, c'est très agile et ça fonctionne bien. C'est une gouvernance d'établissement très resserrée. Pas plus que 9 personnes, un lien très fort. Alors nous, on est business school, donc un lien très fort avec l'entreprise. Il y a d'ailleurs que des entreprises. Alors on me dit, ah oui, mais t'as pas représentante de profs, des élèves. Déjà, je dis, nous, on est académique, donc c'est bon, on est déjà la représentation académique. Mais globalement, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille bien, il faut qu'on puisse oser, il faut qu'on puisse tester, imaginer des choses et qu'on soit suivi rapidement. Donc effectivement, rapprocher l'entreprise du scientifique, pour moi, c'était évident et ça fait 3 générations que je suis dans l'enseignement supérieur à l'université. Hein, donc, on peut pas dire que c'est parce que je connais pas. Hein. Mon père était professeur d'université, mon grand-père aussi. Moi, j'ai démarré là et j'ai vu que c'était au fond, alors je suis incorrecte,
pardonnez-moi, lourd et J'adore ça. difficile à bouger. L'expérience qu'on avait faite avec Frédéric et que Frédéric a portée, c'était ça. Ça reposait aussi sur fallait resserrer la gouvernance, fallait diversifier, fallait donner de l'agilité. Et c'est vrai que l'expérience qu'on avait vécue avec la création du CA, nous, on l'a vécu dans la création de Schema. Voilà, 9 personnes, on se voit 4 fois par an, pas plus, 2 heures. On traite tous les sujets. Moi, quand on a investi dans notre siège à Suresnes, investissement de 120 millions d'euros, ça a duré 15 minutes. Voilà. Donc, on m'a dit, fais voir le projet, c'est oui, c'est non, on peut. Et 15 minutes après, on est sorti. Cédric qui est là a porté le projet pendant 1 an et on s'est installé 1 an après. On a besoin de ça dans l'enseignement supérieur. On a besoin d'agilité, on a besoin de réactivité, on a besoin d'oser, on a besoin d'audace aussi. Oui, et puis de bouger les lignes et de pas nous expliquer toute la journée qu'on peut pas faire parce que ah non, ça on peut pas parce que finalement nous nos profs ils voudront pas. Nous nos profs, ils savent que quand ils viennent chez nous, on en a 200, ils sont chercheurs, ils publient à très haut niveau, ils font des tas de choses, ils dirigent des programmes, mais la condition pour venir, si tu es prêt à bouger ou pas. Si c'est pour se dire on se met là, on bouge plus, on est là et on explique qu'on peut pas faire, c'est pas un schéma, même s'ils sont très bons. C'est pas chez nous. Faut être mobile, faut partir au Brésil, faut pas nous dire que c'est compliqué, qu'il faut se gratter la tête pour savoir si on doit prendre le train ou l'avion. Et voilà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable d'aller vite, de créer, d'ouvrir et fermer des programmes, d'ouvrir et fermer des projets de recherche. Et c'est comme ça que ça fonctionne à Schema. Ça fait 15 ans que ça dure. On a une trajectoire, on fait 15% de croissance par an. J'ai pas l'impression qu'on est en train de se casser la figure. Pour autant, je crie pas victoire parce que je sais l'énorme boulot qu'il y a à faire. Je sais qu'en termes de marque, quand je dis que j'arrive voir quelqu'un, parce que Thierry, j'ai pas critiqué la France en disant en France on fait pas bien. Mais si je suis allée à Montréal, c'est parce qu'à Montréal, je suis arrivée avec mon étiquette et on m'a dit, oh là là, ceux-là, ils osent, on va faire avec eux. C'est très compliqué quand on est en France et qu'on va voir des grands acteurs en leur disant, on est Schema. Ah, t'es Schema? Ben non, on te parle pas. Ah bah oui, mais on est 5e école de France ou 6e école de France. Ah non, mais c'est pas assez. Nous, on parle qu'au premier. Bah ok, à Montréal, on parle à tout le monde et ça va beaucoup plus vite. Et donc, c'est cette dynamique-là et c'est pour ça que je suis peut-être un peu politiquement incorrecte, même si je préside toutes les écoles de France. Mais je pense qu'il faut bouger les murs et se donner un peu d'audace. Bravo, Alice. Thierry? D'abord, on va faire venir Frédéric pour discuter un peu. Ensuite, tu as combien d'heures? 4 heures? 5 heures, ça devrait suffire. Ah bon, d'accord. Donc, on va faire vite. Alors, premier point, le constat, on va pas y passer des plombes. On le sait tous, on s'est tous battus avec ça dans des positions diverses. Il y a une question verticale qui est quel rapport demain entre l'État et les institutions universitaires, à travers le ministère, à travers mille autres choses. On a un sujet qui vient de loin, qui est lié à la centralisation, etc., à ce qu'on essaye d'appeler l'autonomie. Et puis, il y a un problème horizontal qui est la capacité incroyable de ce pays à structurer des chapelles et des catégories, à se demander si on est dans la bonne catégorie. Là, il y a des discussions sur le public comme ci, le privé comme ça et le privé autrement, etc., etc. Bien, il faut sortir de ça, on le sait. Bon, moi, j'ai essayé dans diverses positions de faire bouger le truc depuis pas mal de temps. Je pense aujourd'hui, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est un peu le même trip que toi, c'est de faire bouger les acteurs. Bon, qu'est-ce qui nous donne une chance d'y arriver? Peut-être l'international, la stimulation internationale, c'est sûr, le lien avec les entreprises, les défis sociétaux. C'est ça qui va nous faire bouger, c'est le fait que c'est pas comme si on avait le choix. On a des enjeux géopolitiques qui se sont cristallisés en peu d'années avec une force incroyable. C'est pour ça que moi je me sens pas tout à fait déplacé à avoir des écoles militaires dans mon registre, qui effectivement il y a quelques années aurait paru étrange. Donc j'ai parlé du climat, on a parlé de l'IA, on a parlé du quantique, on a parlé des disruptions technologiques. L'ouverture sociale va aussi être une nécessité. C'est-à-dire, s'il y a une grande chose à faire évoluer, on le sait tous, c'est le système de formation. C'est-à-dire probablement de maintenir les moyens des licences générales et des universités tout en baissant leurs effectifs et de créer des filières professionnelles qui soient adaptées à la réalité de ce que sont les étudiants et de leurs attentes. On le sait tous, on a tous essayé. Et effectivement, toutes ces stimulations qui font que on ne se pose que les problèmes qu'on peut résoudre, eh bien, ça va nous amener à les résoudre. Romain, très rapidement. Oui, très rapidement, moi j'adhère complètement à ce qui a été dit, ça raccourcira la réponse. 2 sources de tension qu'il faudrait surmonter dans les années qui viennent. Première source de tension, c'est la massification versus l'excellence pour les universités.
Et ça, c'est un débat et quelque part une tension permanente qu'on voit à l'Université Paris-Saclay, mais qu'on voit, je pense, dans toutes les universités. Deuxième source de tension, à mon sens, c'est l'académique versus l'orientation, l'innovation orientée vers le monde économique. Et là aussi, il y a en France une tradition de dire ah non, mais la recherche académique, c'est noble, déconnecté de tout lien avec, de près ou de loin, avec une orientation utilisatrice. Et puis la recherche plus ou moins appliquée ou qu'on soupçonne qui pourrait être appliquée, et là qui est de moindre noblesse. Et je pense qu'un système résilient dans l'avenir et efficace devrait être capable de surmonter ces deux tensions. Mais j'ai pas la réponse absolue. Après, effectivement, ce qui doit nous guider, c'est les défis sociétaux auxquels il faut répondre. C'est ce que disait Thierry, et ça, j'y adhère complètement. Et je dois dire, pour prêcher ma paroisse, que OnePoint, en développant l'Institut OnePoint, justement, en faisant ce rapprochement entre la recherche publique et le monde de l'entreprise, est pour moi un modèle exemplaire, parce que c'est justement ça, finalement. C'est une des voies que de rapprocher absolument, d'abord culturellement, mais également sur l'excellence scientifique, les deux bords, les deux rives, l'entreprise et la recherche publique. Et je pense que dès lors qu'on arrivera à cet alliage serein et décomplexé, déjà on aura cranté une belle pierre. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Oui, tu es trop bon, tu es trop bon. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Oui. Oh. Bonjour, déjà merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. J'ai compris l'importance de faire collaborer le monde académique, économique et l'importance du multiculturel parce qu'effectivement la France est un terrain de jeu un peu trop petit au vu des enjeux. Une des différences au-delà des différences culturelles, c'est les contraintes réglementaires auxquelles sont soumis les différents pays qui peuvent influencer la façon dont est abordé le sujet parce que notamment par exemple en Europe, l'IA Act contraint le champ des possibles. Il faut intégrer en amont ces contraintes, ce qui n'est pas forcément le cas en dehors de l'Europe. Donc, est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que ça pose déjà des difficultés ou pas encore? Sur l'IACT, sur l'IACT, je n'en sais trop rien. On peut réfléchir. Enfin, il y a une question très chaude, très technique, très précise. Est-ce que l'Europe est un milieu trop régulé ou pas assez régulé? L'Europe cherche à construire un monde intermédiaire de régulation qui ne soit pas une régulation étatique, voyez où je regarde, ou une dérégulation complète. Moi, je voudrais juste répondre de manière anecdotique. Hier, j'ai eu, ou avant-hier, je ne sais plus, je perds le sens du temps, j'ai eu une visio avec le doyen d'engineering de Yale, qui se trouve être un mathématicien, et donc c'est toujours pratique de parler avec les gens qu'on connaît un peu. Et alors, lui me disait, son job, c'est de redonner, parce que l'engineering s'était perdu à Yale, de lui redonner une forme d'autonomie en créant une faculté, parce que ça avait été une faculté il y a longtemps et ça redonnait, ça avait été dispersé. Évidemment, aujourd'hui, la grande question, est-ce que la science et les applications sont compatibles? La question que tu posais, elle se pose d'une manière très différente. C'était un sujet d'ailleurs qui était au départ de Polytechnique. Je vous rappelle que Laplace pensait que c'était une école de haute science et Monge pensait que c'était une école pour les applications. Mais aujourd'hui, la haute science, elle est au cœur des applications. Et donc, à Yale, boîte traditionnelle, boîte très académique, etc. Ils réalisent que l'engineering, c'est pas des types avec des tournevis. Bon. Eh bien, le type, à un moment donné, me dit, je comprends qu'il y a une forme, il y a des obstacles, c'est difficile. Et je lui dis, vous heurtez à quoi? Vous heurtez à une tradition, à des comportements, ou bien vous heurtez à des règles écrites? Et il me dit, je me heurte à des traditions qui se sont solidifiées en des règles. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous dans un univers plus ou moins régulé, et qu'avec un peu de niaque, comme Alice nous l'a montré tout à l'heure, on va pouvoir faire. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faille... jouons la règle du jeu telle qu'elle est en train de s'établir. En plus, tout ça va bouger assez rapidement. Je voulais juste compléter sur votre question et pour rebondir sur ce que disait Thierry. Nous, on est dans 5-6 pays différents et on est reconnu dans chacun des pays par les ministères de l'enseignement supérieur. Tous nos programmes sont, voilà, en Chine, on est chinois, aux États-Unis, on est américain, au Brésil, on est brésilien. Alors, oui, il y a des contraintes qui sont très différentes, donc il faut savoir jouer avec et voilà. Mais 2, d'avoir une plateforme multinationale, ça vous permet aussi de contourner les contraintes locales. C'est-à-dire que si vous avez des sujets que
vous ne pouvez pas développer dans un pays, vous pouvez les développer ailleurs. Et ça, c'est très facile parce que personne ne le regarde. Ce qui intéresse les pays, c'est effectivement ce qui se passe. Voilà. Donc, l'intérêt de la multinationale dans l'enseignement supérieur a un avantage considérable. Oui, alors j'avais une question là-bas, on ne pourra pas en prendre d'autres, malheureusement, parce qu'on est déjà trop en retard. Et du coup, peut-être si vous souhaitez poser votre question, je l'ai sélectionné parce qu'on est vraiment très en retard. Je suis vraiment désolé. Hop. Oui, bonjour, merci pour tous ces débats. J'avais une question par rapport à l'hyperpersonnalisation des enseignements. Ça me pose un petit peu une question, effectivement, à l'ère de l'intelligence artificielle. Quid de l'esprit de groupe et de la force des liens qui se créent au sein d'une promo, où on peut parfois avoir des difficultés parce que tout le monde n'est pas au même niveau et c'est pas très personnalisé, mais on trouve l'entraide qui tisse des amitiés de toute une vie. Et donc, la question c'est hyper-personnalisation versus hyper-individualisation. Est-ce que vous voyez un risque là-dedans? Vas-y, Romain. Moi, je peux dire un mot là-dessus. On a développé un cursus qui est extrêmement riche. En première année, on a plus de 750 parcours possibles pour les élèves. La socialisation, elle se fait en fait dans la vie associative. Et c'est là que se structurent les amitiés qui vont durer toute la vie, beaucoup plus que dans les cours, parce qu'effectivement, d'un cours à l'autre, les élèves, ils changent de groupe, ils changent d'environnement. Cela étant, ils nous disent que ça serait quand même bien d'avoir des groupes classes qui soient plus stables, parce que les associations, c'est bien, mais ça serait quand même mieux si on pouvait être plus stabilisé. Il y a un équilibre, un compromis à trouver entre les deux. Non, mais les outils numériques, ça permet de collaborer, beaucoup. Ce n'est pas un outil d'individualisation seulement, ça permet de gérer le collectif, au contraire, il me semble. Je pense qu'on a dépassé le temps, c'est ça? Je dois clôturer. Oui, exactement. Je suis vraiment désolé. Il me reste, mes chers Alice, Thierry et Romain, de vous remercier très, très chaleureusement de votre participation précieuse, amicale. J'espère. Merci à toutes et tous ici de votre écoute active. J'espère que vous avez pris autant de plaisir qu'on en a pris. Et n'hésitez pas, hein, ils sont là, donc vous pouvez venir à leur rencontre. Et on vous remercie et on vous dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup.